Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, découverte d'un concept Smart Cities où l'intelligence intégrée dans la gestion de la ville, gestion de l'eau, des déchets, de la mobilité via des capteurs, caméras et surtout l'analyse d'une quantité toujours plus impressionnante de données. 20 000 milliards de dollars pour ce marché d'ici 7 ans. Le mouvement semble irrésistible, mais une cité numérique n'est-elle pas vulnérable aux cyberattaques? C'est toute la problématique de la grande conférence qui avait lieu à Tel Aviv ces derniers jours et on en parle dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'actu économique avant tout, en images et une salve d'indicateurs aujourd'hui, à commencer par cette bonne nouvelle pour la France. Croissance à 0,6% pour le PIB au premier trimestre. C'est quasiment inespéré. Meilleure performance depuis la mi-2013. Et on doit ce rebond principalement à la consommation des ménages qui progresse de 0,8%, contrairement d'ailleurs à l'investissement. Autre chiffre, la croissance allemande, elle s'établit à 0,3%. Pareil pour l'Italie, moins 0,2% par contre en Grèce. Et pour l'ensemble de la zone euro, on note une accélération moyenne de 0,4%. Des images en Algérie d'une inauguration, celle d'une usine d'assemblage de tramways, fruit d'un partenariat entre Alstom et deux entreprises publiques locales. Laurent Fabius était présent, vous le voyez, à Annaba, au nord-est du pays, et il salue ce coup de pouce en faveur de l'emploi des jeunes. À terme, il y a un projet qui pourrait représenter 1000 emplois, c'est considérable. Et ici, à Annaba, l'idée des autorités algériennes est de créer une espèce de pôle ferroviaire, pôle de transport, ce qui est une excellente idée qui pourrait permettre de travailler à la fois pour l'Algérie et pour l'ensemble de la région. Voilà, les 4 accords au total de partenariats économiques ont été signés hier à Alger, portant notamment sur l'industrie, on a vu, et la formation. Aux États-Unis, c'est un revers majeur pour Barack Obama. Hier, son propre camp, démocrate, a bloqué au Sénat une loi voulue par le président qui lui aurait permis de négocier plus facilement des accords de libre-échange, dont bien sûr le fameux TTP, le partenariat transpacifique, pierre angulaire, on le sait, de sa stratégie pour l'Asie. Or, pour les démocrates, eh bien, ce projet de TTP est trop libéral. Ça nous aurait empêché d'approuver des mesures contre le travail des enfants ou pour améliorer la production américaine, aider la sidérurgie et l'industrie solaire face à des pratiques commerciales injustes. Quelle que soit leur opinion sur le TPA, les démocrates refusent de faire ça. Un projet contrarié pour l'heure, et là où on surveille attentivement ces manœuvres parlementaires, c'est au Japon. Ce mercredi, le gouvernement nippon a rappelé que cette loi, voulue par Barack Obama, était indispensable à la conclusion d'un accord entre Tokyo et Washington, qui établirait, rappelons-le, une zone de libre-échange pesant 40% du PIB mondial et mettant surtout de côté la Chine, perçue comme un rival par les deux pays. Et puis les records se succèdent décidément pour les ventes aux enchères. On parlait hier d'un Picasso. Cette fois, c'est un rubis birman de 25,59 carats qui a été vendu pour 30 millions de dollars. Cela se passait à Genève chez Sotheby's. Taille et couleur exceptionnelles. Le tarif l'est tout autant. Et on revient rapidement sur la tournée de François Hollande. 5 jours dans les Caraïbes. Elle vient de se terminer. Écoutons-le d'abord à Haïti. Cela se passait hier. J'ai incité un certain nombre de responsables économiques à m'accompagner aujourd'hui pour que les investissements puissent être encore plus nombreux et que nous puissions, pas simplement sous une forme d'aide, vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez du développement, vous ne demandez pas de l'assistance, vous demandez de l'investissement. Voilà, de l'investissement. Et on en parle avec Thibault de la Baronnière, analyste économique avec nous depuis Paris. Bonjour Thibault. D'un point de vue économique, quels étaient les objectifs de cette tournée ? François Hollande était en quête de popularité nationale et internationale. Internationale parce qu'il y a le sommet climat qui arrive à la fin de l'année à Paris et c'est un enjeu majeur pour relancer la popularité et le statut international de François Hollande. Et puis sur le plan économique, il fallait régler quelques différends avec les dom-toms de cette région du monde et puis commencer à resserrer les liens avec Cuba puisque la France depuis longtemps s'opposait au maintien de l'embargo américain sur Cuba et que maintenant que les États-Unis ont décidé de dégeler les relations avec Cuba, la France va être parmi les premiers pays à en profiter. Merci Thibault de la Baronnière pour ces précisions. Allez, le dossier du jour, on se penche comme promis sur un marché juteux et un concept en pleine expansion, celui des villes intelligentes et connectées. Comment articuler urbanisme, technologie et sécurité? Des métropoles toujours plus peuplées, aux artères engorgées et l'impératif d'optimiser les ressources énergétiques ou financières. Et tout cela passe par la maîtrise des masses d'informations collectées, ainsi que bien sûr leur sécurisation. C'était le thème justement de la conférence Smart Cities à Tel Aviv. Anthony Less était sur place. Des
ville connectée où le citadin et l'internaute se confondent pour un confort de vie supérieur, c'est le concept de Smart City. Exemple, pour les conducteurs, il s'agirait de trouver une place grâce à son mobile. Pour les mairies, il s'agirait de retirer les bennes à ordures quand elles sont pleines. Des milliers de capteurs sont ainsi placés dans la ville pour collecter différentes informations et les transmettre aux utilisateurs. C'est un marché immense qui s'ouvre puisque selon une étude de Cisco, leader mondial des réseaux numériques, 19 000 milliards de dollars seraient générés d'ici à 2022, dont plus de 4 600 pour le seul secteur public. Tel Aviv, élu meilleure Smart City mondiale en 2013, accueillait lundi une délégation française pour développer les collaborations entre les deux pays. Israël faisant partie de la communauté européenne dans la recherche et développement, le sujet de la ville intelligente a été mis justement comme un des thèmes à développer. Un des résultats de cette réunion, de ce colloque, c'est justement d'encourager les municipalités françaises et israéliennes de travailler ensemble. C'est le cas de la ville israélienne d'Herzliya, au nord de Tel Aviv. Elle a développé son propre accélérateur de start-up et elle s'intéresse au marché français. Nous venons juste de nous lancer et d'amorcer des relations entre Herzliya et la France. Nous avons commencé à initier des discussions entre les start-up d'ici et de là-bas au travers de la municipalité et nous espérons que ça va marcher. Première prise de contact aujourd'hui, la start-up française Padam. L'entreprise a développé une application pour faciliter les transports, une des grandes préoccupations de la Smart City. Padam, c'est une application qui permet de réserver un trajet et dans des minibus partagés. Donc en fait, il y a une flotte de minibus qui se déplace dans la ville et quand vous commandez un trajet, nous on va trouver le bon minibus pour vous transporter et on va dévier sa route. Donc selon des trajets optimisés grâce à des algorithmes que nous avons développés. D'autres villes étaient présentes, Paris, Marseille et l'hyperconnecté Nice. La ville de Christian Estrosi est la 4e Smart City au monde. Son bilan, 20% à 40% d'économie d'énergie sur les bâtiments publics et plus d'1 million d'euros épargnés chaque année sur le traitement des déchets. Bénéfices supplémentaires, 4 500 emplois ont été créés en 5 ans. 20 000 de plus sont attendus d'ici à 2018. Mais la ville multiplie la collecte des données, une crainte pour la vie privée des citoyens, balayée par le maire de la ville. Bien, nous centralisons tout dans un centre qui nous est propre, avec des tuyaux totalement étanches, pour que aucune donnée, d'abord il n'y a aucune donnée nominative, mais qu'en même temps nous en ayons la maîtrise. Nous ne voulons pas déléguer un cloud qui serait décentralisé sur n'importe quel territoire. Reste que désormais, le fonctionnement d'une ville entière peut être hacké et peut menacer la confidentialité de la vie privée. Un risque pris de plus en plus au sérieux, car si les technologies progressent, la régulation met du temps à s'adapter. L'Union européenne doit mettre en place le règlement européen des données afin de protéger au mieux les citoyens. Un texte prévu pour cet été. Voilà, comment imaginer la ville de demain dans tous ses aspects, y compris donc sécuritaire. On va accueillir pour en parler David Harari, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes connu comme étant le père du drone israélien. Vous êtes ingénieur conseiller en coopération industrielle pour la Fondation France-Israël. Alors vous faites partie de l'organisation de ce salon Smart Cities. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition cette année? Eh bien tout simplement que c'est un succès. Au-delà de ce que nous espérions, en fait, je crois que nous avons démontré que ce sujet-là d'études de la ville connectée, des applications que nous devons développer, des enjeux, des dangers peut-être aussi, il fallait en discuter avec des partenaires. Le partenaire français avant tout. Absolument, absolument. Et donc, le succès a été tel que ce colloque va être reconduit l'année prochaine à Nice. Donc en France. Est-ce qu'il y a eu déjà des accords entre des villes israéliennes et françaises? Oui, nous sommes en train de discuter. Nous avons déjà un accord entre Ashdod et Bordeaux qui ont décidé de développer un projet en commun. Sur la ville connectée. Et là, en fin du colloque, nous avons mis sur place une plateforme virtuelle qui va justement rassembler les acteurs français et les acteurs israéliens pour travailler ensemble. Nous avons déjà des partenaires en Israël qui sont prêts à rentrer, ainsi qu'en France. Et alors comment s'exprime ce savoir-faire israélien au travers de ces villes israéliennes? Est-ce que la ville israélienne connectée, c'est un modèle qui s'exporte déjà? Tel Aviv a été récompensé d'ailleurs il y a 2 ans. Écoutez, oui. D'abord, Tel Aviv a été l'année dernière reconnue comme étant la ville la smart city, la plus smart en Europe. Mais
Au-delà de cela, je crois que les applications justement israéliennes qui se développent sont assez innovantes. Je vous donne 2 exemples, par exemple. Il existe à Herzliya un accélérateur qui s'occupe uniquement de la vie urbaine, chose qu'on ne voit pas un peu partout. Il y a plusieurs accélérateurs qui ont des projets sur la vie urbaine, mais il n'y en a pas une qui est spécifique sur la vie urbaine. Et à Ra'anana, vous avez un accélérateur qui s'occupe uniquement des applications pour les handicapés. C'est remarquable. Et c'est ce que nous voulons justement faire partager avec nos amis français. Alors les enjeux, on imagine aussi, ils sont économiques. On parle d'un marché de quasiment 20 000 milliards de dollars. Est-ce qu'Israël va profiter justement de son avance sur ce marché pour en prendre des parts sérieuses? C'est ce que nous souhaitons, bien sûr. Je pense que nos applications sont assez performantes. Nous avons eu pas mal d'applications qui sont déjà utilisées dans la vie de tous les jours. Dans la Smart City, quand on utilise Waze, on utilise une application israélienne lorsque vous utilisez, etc. Donc, on devra y arriver. Mais de plus en plus, il faut aller avec des partenaires. On ne peut plus toujours être tout seul. Concernant en quelques mots votre vision des villes d'intelligence, la réflexion, elle est aussi éthique. Les données privées qui se confondent avec les données publiques, est-ce que ça peut inquiéter, ça? Écoutez, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un danger, mais il faut faire attention. Et dans toute nouvelle technologie, il peut y avoir un certain danger. Je vous lance tout simplement pour réflexion, l'électricité. Quand ça a été créé, on ne peut pas vivre aujourd'hui sans électricité, mais c'est très dangereux. Donc voilà, il faut savoir se protéger. Merci beaucoup David Harari pour toutes ces explications. Je me tourne vers vous, Daniel Wagebrod, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes conseillère du directoire à la Banque Postale. Vous participiez cette semaine à une conférence sur l'Open Innovation à Tel Aviv. D'abord un mot de cet événement, il s'agit de mettre en relation des grands groupes européens avec des startups israéliennes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, j'accompagnais l'IO Club, Innovation et Entreprise, qui est une émanation française de ce que vous faites aujourd'hui en Israël finalement et qui avait été créé en 2000. C'était tout à fait passionnant de venir à la rencontre de l'écosystème israélien et j'ai adoré ces 3 jours. Une vraie découverte. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est dès le départ à la conférence que nous avons eue avec l'économiste Dan Katarivas. C'était très bien de démarrer avec lui parce qu'il nous a vraiment ouvert les yeux sur votre écosystème et la façon. Spécialiste du patronat israélien. Voilà, la façon dont l'ensemble de l'économie israélienne pousse vers la création, vers l'innovation. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire et qu'on ressent là, tout de suite, dès qu'on arrive, dès qu'on voit Dan et qu'il nous présente tout ça. Parce que j'ai trouvé, par exemple, formidable dans tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'au-delà du fait que vous ayez une population très jeune, c'est vrai, c'est une chose d'avoir une majorité de la population qui est jeune, c'est surtout que vous leur fassiez confiance. Vous faites confiance aux jeunes. Ils ont 20 ans. Qui marque la différence par rapport à la France. Ah oui, bien sûr. Chez nous, quand vous êtes jeune et vous dites « Coucou, j'ai une merveilleuse idée, faut attendre très longtemps d'être vieux. » Oui. Et alors, concernant votre activité plus précisément, quel type de savoir-faire vous attendez peut-être de cette visite? Eh bien, en fait, aujourd'hui, dans la Banque Postale, nous sommes, il est vrai, encore très franco-français, parce que nous-mêmes sommes une start-up. Nous avons été créés en 2006, et évidemment, notre priorité aujourd'hui, c'est nos activités françaises. Pour autant, à l'intérieur de nos activités françaises, eh bien, on doit aller vers le digital, vers comment mieux découvrir les besoins clients, vers toutes les innovations qui vont permettre le big data, comment se développer à travers le big data. Bien sûr, on s'interroge, est-ce qu'une fois qu'on investit dans tout ça et qu'on investit beaucoup, le retour sur l'investissement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça mérite de dépenser autant d'argent? Et puis finalement, on se dit oui, forcément, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc des échanges assez enrichissants. Merci beaucoup Daniel Wagebrod d'être venu sur ce plateau. On va passer tout de suite au Media Watch. On parle de la loi Macron dans cette revue de presse. Bonjour Léa Wolbert. Bonjour. Vous avez une bonne nouvelle pour tous les étudiants, ou presque.
Voilà, une bonne nouvelle à nuancer. On se penche aujourd'hui donc sur un autre amendement de la loi Macron parmi cette avalanche de 1800 amendements. Je vous parlais hier du travail le dimanche pour les commerces culturels. Je vous parle aujourd'hui d'un congé accordé aux étudiants salariés pour leur permettre de réviser avant les examens. Alors, en quoi cela consiste-t-il ? Ce sont 5 jours par semestre accordés aux étudiants qui cumulent les études et une activité salariale. Alors attention, comme je vous le disais, c'est une bonne nouvelle qui reste à nuancer puisque ces journées ne seront pas payées. Elles devaient l'être dans le texte initial présenté par la sénatrice socialiste Dominique Gillot, mais l'UMP a déposé un sous-amendement qui revient sur ce droit à une rémunération. Les jours de congés payés se transforment donc en congés sans solde. Pourtant, ces étudiants sont 25% à se déclarer en difficulté financière et 46% à devoir exercer un job en parallèle de leurs études pour des raisons financières aussi. Souvent, c'est un chiffre révélé par l'Observatoire de la vie étudiante dans son rapport annuel. Cet amendement qui partait donc d'une bonne intention se révèle finalement être un luxe que peu d'étudiants pourront s'accorder. Effectivement, merci beaucoup Léa, à très bientôt. Et c'est tout pour cette édition, merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue, restez avec nous.